Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello les amis, avant de commencer, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans la colo de Madame Fauché. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre été ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes par semaine, du lundi au vendredi jusqu'au 31 août. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison, sans modération. Vous savez, c'est comme cette ère de vacances que l'on apprécie se remémorer, même en plein hiver. On aime s'y replonger sans fin et ça nous fait toujours autant de bien. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute, un magnifique été. J'espère que cette colo vous plaira. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous les amis, aujourd'hui je suis ravie de vous inviter au cœur de notre discussion avec Inès. Elle est spécialisée dans le domaine de l'investissement, elle travaille actuellement pour un broker en Australie et de mon côté je l'ai connue via son compte Instagram qui s'appelle Les Investisseuses. C'est un compte qu'elle développe pour donner aux femmes les informations en français pour pouvoir connaître davantage de choses sur l'investissement. Elle est convaincue que les femmes n'ont pas encore exploité tout leur potentiel dans ce milieu et que nous y sommes encore bien trop peu représentés. Elle nous a partagé sans tabou ses débuts dans l'investissement. Je lui ai posé toutes mes questions et vous me connaissez, je pense, quand je m'y mets, j'en ai beaucoup. J'avais vraiment envie d'en ressortir avec des informations concrètes pour pouvoir se lancer dans ce domaine-là sereinement. Alors, pour vous donner un petit avant-goût de ce que vous vous apprêtez à entendre, on parle beaucoup de type d'investissement, de la meilleure stratégie à adopter, de la pire stratégie qu'il ne faudrait pas du tout adopter, de comment investir de façon éthique et bien plus encore. Si vous aviez besoin d'informations pour pouvoir sauter le pas, je pense que vous êtes arrivé au bon endroit. Alors je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion et je vous souhaite une très bonne écoute. Oui, alors petit PS, juste avant de démarrer, je voulais vous prévenir qu'il est possible que vous entendiez un petit bip bip pendant l'enregistrement. Je n'ai malheureusement pas réussi à l'enlever au montage, alors j'espère que ça ne vous dérangera pas de trop. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Inès. Salut Madame Fauché. Comment tu vas ? Super, et toi ? Ouais, ça va. Tu peux m'appeler Laura, hein. Entre nous, y a pas de souci. J'aime bien Madame Fauché, je trouve ça trop cool comme nom. Ah bah merci. Bah j'aime beaucoup et puis je trouvais que ça représentait bien la personne que j'étais avant, donc du coup ça parle un petit peu à pas à tout le monde, mais voilà, je pense qu'on a tous eu cette période dans notre vie où on s'est senti un petit peu fauché, quoi. Ouais, je t'en parlerai bien, ouais. Ah, bon, j'ai hâte de découvrir ça, de parler de ton histoire et qu'est-ce qui a fait, que t'es aujourd'hui dans le domaine de la finance. Du coup, avant de démarrer, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous dises qui tu es et ce que tu fais dans la vie. D'accord. Alors, moi, c'est Inès, je viens d'avoir 25 ans. J'habite en Australie depuis maintenant 2 ans. Ouais, ça va faire 2 ans en octobre, je fêtais mon anniversaire. Je travaille pour un broker, donc un courtier en bourse ici en Australie, qui propose plusieurs types d'actifs, tels que le forex, les matières premières, les cryptos, dont on a beaucoup entendu parler récemment, les actions, les ETF, etc. Et en fait, mon job, c'est d'augmenter nos parts de marché un peu partout en Europe. Donc, on dit aussi business developer. Okay. Voilà ce que je fais principalement. Et à côté, je développe mon activité Les Investisseuses. Et en ce moment, je passe une formation pour être éligible, pour pouvoir donner des conseils d'investissement qui est régulé par l'AMF. Voilà principalement ce que je fais en ce moment. D'accord, ok, écoute, déjà bon anniversaire de ta vie en Australie. Merci. Non mais ça se fait ici, c'est assez commun, c'était son anniversaire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que du coup, quand t'es arrivée en Australie, à la base, t'avais prévu de rester ?
en fait, j'avais prévu de rester 6 mois. Ouais. Ouais, j'avais dit à mes parents que j'allais rester que 6 mois et que j'allais revenir. Et en fait, après, il y a eu le confinement et j'ai vu la situation en France. Et même mes parents m'ont dit de rester. J'avais un job ici, donc du coup, j'ai préféré rester. Et ouais, et depuis, bah là, j'envisage de peut-être m'installer sur le long terme. Je sais pas encore, j'ai pas encore répondu à cette question. Ouais. Mais ouais, si j'envisage éventuellement de rester ici sur le long terme, parce que je me dis que en Australie, il y a que 25 millions d'habitants. En France, il y en a 70 millions. L'Australie, c'est un pays en plein boom. Enfin, c'est en plein développement et je pense que d'ici 5 à 10 ans, il va y avoir énormément d'opportunités en Australie. Donc voilà. Ok. Ok. C'est beau d'avoir une vision déjà comme ça sur le long terme, même si c'est quelque chose, enfin, sur lequel t'es pas fixé, mais d'avoir ouais cette logique-là de te dire, enfin, quand on regarde la part de population par rapport à la superficie, ouais, là tu te dis que qu'il y a de la place pour tout le monde finalement. Ouais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Énormément. Enfin, je le dis à beaucoup de Français que rien que rien que pour une expérience, rien que pour venir, enfin, s'immerger dans la culture, apprendre l'anglais, c'est une expérience hyper enrichissante. Bah déjà, ça va. Enfin, en termes de développement perso, je trouve que c'est hyper important. Et même si on revient à la relation à l'argent aussi, c'est le boom, quoi. Ouais, totalement. Toi, t'as vu une différence en termes de mindset par rapport à l'argent entre la France et l'Australie? Ah ouais, totalement. Ouais. Vraiment. Ici, c'est, bah voilà, l'Australie, ça fait partie du Commonwealth, donc ça vient, voilà, on le sait tous, l'Australie a été colonisée par les Anglais, donc c'est une mentalité assez anglaise. L'éducation financière, c'est assez différent. On leur apprend à l'école, on parle d'immobilier, de finance, de bourse à l'école, c'est pas quelque chose qui est tabou. Et les Australiens, ouais, sont assez ouverts d'esprit en termes d'investissement. On parle d'argent assez facilement. Ici, leur système de retraite est vraiment totalement différent de la France. Ils ont un fonds qu'on appelle Superannuation. Bah, tu as été en Nouvelle-Zélande, donc je pense que tu connais un petit peu. Et en Ouais, c'est fait, la même chose. t'as la possibilité d'investir sur une sorte de fonds tous les mois. Donc, c'est un montant qu'on enlève de ton salaire. Et ce fonds-là, tu as la possibilité de l'investir en bourse, donc principalement sur des actions australiennes. Et tu peux avoir des rendements entre voilà 10 à 15% par an. Et je connais énormément d'Australiens qui ont fait un job assez voilà un job pendant jusqu'à par exemple leurs 50 ans et qui se sont retrouvés avec des millions à la retraite, quoi. Bah, juste avec 15% par an pendant un certain nombre d'années, les intérêts composés, bah, comme on dit, c'est la huitième merveille du monde. Donc ouais, ils ont un mindset assez différent et oui, ici on parle d'argent assez facilement, c'est assez commun de demander le salaire, de dire de même parler de la façon dont on investit, de partager ses investissements, c'est pas du tout tabou comme en France, quoi. Ouais, mais je trouve je sais pas, c'est pas un concept, c'est quelque chose qui existe vraiment, mais je trouve que c'est génial et surtout j'ai l'impression que ça limite ça te force entre guillemets même à t'intéresser à l'investissement parce que forcément ta retraite est dépendante de ça. Donc du coup, si tu t'y intéresses pas, bah tu sais pas vraiment ce que tu vas avoir et ça te pousse en fait à te renseigner là-dessus, non? Ouais, totalement. Bah oui, totalement. Et puis le système de, comme je disais, superannuation, c'est quelque chose dont on te parle dès ton enfance et les parents aussi ici sont beaucoup impliqués à ouvrir des comptes d'investissement à leurs enfants dès le plus jeune âge. Je sais que les Australiens aussi, on est à peu près 25 millions aujourd'hui. Si on regarde par exemple sur le marché des crypto-monnaies, la plupart ont entendu parler des crypto-monnaies ou ont investi dans les crypto-monnaies. Enfin, si tu demandes à un Australien dans la rue, est-ce que tu as déjà investi, est-ce que ça te parle? Enfin, j'avais vu une étude à 65%, la plupart vont te dire oui. Donc ouais, Ah ouais. c'est quand même assez différent. Mm. Ok, bah écoute, ça donne envie en tout cas, et puis c'est bien de se dire que voilà, il y a d'autres endroits dans le monde où les choses sont un peu plus ouvertes et que on s'y intéresse, et ça veut dire que c'est à la portée de tout le monde. Donc si en France on a les informations pour le faire, pour investir, on n'est pas plus bête que des Ah Australiens, non, pas non, plus pas bête du que tout. voilà, c'est Bon, possible de après, le il y a faire. ses avantages et ses inconvénients aussi. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus, ouais, les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit en termes de relation à l'argent, quoi. Et après, j'ai Mm. envie de dire, l'Australie, c'est assez différent, dans le sens où il y a une grosse classe moyenne ici. En Australie, c'est assez compliqué d'être dans une situation financière assez précaire, j'ai envie de dire, parce que
n'importe quel type de job, tu peux très bien gagner ta vie. À partir du moment où tu as les compétences, que tu es un bosseur, que tu travailles, je vais dire n'importe quoi, dans la construction, que tu sois électricien ou plombier, ça ne change rien du tout. Et j'ai envie de dire ici, je connais des personnes qui travaillent dans la construction, des métiers auxquels j'aurais jamais pensé, ayant grandi en France. Où en France, on va leur dire ah mais ça c'est un métier bas de gamme, tu vas pas être riche comme ça. Enfin voilà, Ouais, en gros tu sers à rien. Ici, ce sont des métiers hyper reconnus parce que ici c'est l'expérience, c'est vraiment l'expérience qui compte. Et si tu es un bosseur et que tu veux bosser 50 heures par semaine, on va te donner 50 heures par semaine et tu vas bien être payé. Après le SMIC est beaucoup plus haut aussi en Australie, ça c'est d'autres choses parce qu'il y a aussi il y a beaucoup moins d'habitants. C'est des choses qu'on peut pas forcément comparer, mais je trouve que le concept est juste ouf, quoi, qu'on soit vraiment payé à l'expérience et à la volonté d'apprendre et de faire les efforts, quoi. ouais, où on valorise vraiment le travail, le Exactement, travail. ouais, ça je trouve ça, ouais. Ouais, Après, le marché du travail est aussi plus flexible dans le sens où, comme je disais, ça vient du Commonwealth, c'est facile de trouver un boulot, mais c'est aussi très facile de le perdre. Tout est très mm, flexible, tout ce qui est paperasse, c'est facile. Tu arrives en Australie, tu as juste à ouvrir un compte et ouvrir ce qu'on appelle un TFN, donc ton numéro de taxe. Et ok. c'est tout, quoi. Et après, t'es ready to go, tu vois. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Bah, ça fait envie et puis bah du coup pour les personnes qui voulaient voyager, c'est peut-être une belle opportunité. Après du coup peut-être qu'en ce moment c'est peut-être pas le meilleur moment où je pense même pas qu'on puisse rentrer en Australie actuellement si. Non, là, en ce moment, ils sont hyper stricts. C'est vraiment très compliqué. Il y a même des Australiens qui sont coincés à l'étranger depuis plus d'un an parce que l'Australie Ah ouais. est très limitée. Ça, c'est un des inconvénients, justement. Il y a certains Australiens qui sont encore à l'étranger et qui attendent de revenir parce qu'il faut mettre son nom sur une liste. Et selon les places qu'ils ont dans des hôtels de quarantaine, et ben, ils font revenir les gens. Donc ça, c'est compliqué. Et je pense que ils disent que les frontières, ils vont les réouvrir fin 2022. C'est ce qu'ils disent. Bon, après, ils sont très pessimistes. J'espère que ce sera avant parce que ça commence à vraiment être compliqué. Mais bon, on verra. Ouais, ok. Bon bah écoute, on va attendre et puis croiser les doigts pour du coup les Australiens. Mais bon, voilà, c'est une bonne chose à savoir et puis voir si à l'avenir ça la situation s'améliorera. Du coup, j'aimerais qu'on en revienne un petit peu à toi et à tes débuts avec l'argent. Si tu veux bien nous parler, bah voilà, d'où tu viens, comment est-ce que toi t'as eu tes premiers pas avec l'argent, comment est-ce que tu gérais ça et voilà, quelle vision t'avais de l'argent. Alors moi, dans ma culture, l'argent, c'est très, très, très tabou. C'est pas bon Ok. de montrer qu'on a de En fait, c'est bien d'avoir de l'argent, mais c'est pas bon de montrer qu'on a de l'argent. C'est pas bon de parler d'argent. À l'école, en fait, je voyais mes potes qui avaient beaucoup d'argent de poche, etc. Et leurs parents leur donnaient des cadeaux tout le temps. Je les voyais vraiment dans l'abondance. Et je me disais, mais c'est pas juste. Moi, mes parents m'ont pas trop éduqué comme ça. Mes parents m'ont passé beaucoup de valeurs de budget, de faire des économies, d'essayer d'acheter quand il y a des réductions, etc. Et je trouvais ça ridicule à l'époque, vraiment. J'avais Ouais. vraiment l'impression de vivre dans le manque. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est surtout en arrivant en Australie que je me suis pris une vraie baffe, que mes parents m'ont appris les vraies choses en fait, et que c'est comme ça qu'on se crée de la richesse en fait. C'est soit en augmentant ses revenus, soit en épargnant. Et donc du coup j'ai eu une période aussi quand j'ai commencé à avoir mes premiers salaires où j'étais hyper dépensière, mais vraiment. J'ai acheté beaucoup de vêtements de marque. Ça, c'était en Je France? sortais beaucoup, ouais, en France. Ouais. Ok. J'avais fait mon master en alternance, du coup, j'avais un salaire et je vivais chez mes parents, donc idéal. Et Ouais. du coup, ouais, j'étais Argent de hyper poche. dépensière. Voilà, je sortais tout le temps. Enfin, j'arrivais quand même à être à découvert avec un salaire assez correct. Et ouais, c'était compliqué. J'avais une voiture aussi, donc je dépensais énormément là-dedans. Enfin, vraiment, j'avais aucune limite. Je sortais énormément. Genre, je dirais que j'allais au resto peut-être quoi, 3, 4 fois par semaine, ce qui est énorme et c'est quelque chose que je ferais jamais aujourd'hui. Donc ouais. Ouais, c'était un peu une situation où je sentais que j'étais dans le manque, que j'avais une envie, ouais, de dépenser pour montrer que non, finalement, j'étais pas tant dans le manque que ça. Mais en fait, quand j'y pense vraiment, je pense que les personnes, ouais, qui montrent le plus, qui dépensent le plus, c'est pas les personnes qui sont actuellement riches, j'ai envie de dire. Ouais.
Mais tu vois, dans ton histoire, ça me fait beaucoup penser à la mienne, en fait. Moi, quand j'étais en alternance, j'avais la prime d'activité, j'avais mon appartement qui était quasiment payé par les, je sais plus, c'est pas les appels, c'est les allocations. Ouais. Et c'était que de l'argent de poche. Et je dépensais, j'allais pareil au resto tout le temps, je vivais la grande vie entre guillemets. Et c'était le moment où j'avais le moins d'argent, où je finissais tous les mois à zéro, quoi. Tu vois, et Ouais. finalement, c'est les moments où on a la vie entre guillemets, où on dépense le plus, mais où on va dire, on se fait le plus de cadeaux, on va dire entre guillemets, où en fait on est finalement le plus fauché, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et puis après, je pense qu'on est aussi dans une société où voilà, on nous montre un peu que bah, dépenser, s'habiller d'une telle façon, c'est un peu un signe de richesse. Mais ça, j'ai bien découvert que c'était totalement faux. Ouais. Comment tu l'as découvert du coup? Quel a été Bah le ça a shift? été via mon boulot. Pour être honnête, du coup, comme je t'ai dit, je travaille pour un courtier en bourse. Et bah, j'ai vu la plupart de comment dire parce qu'on a beaucoup d'affiliés, donc des personnes qui nous ramènent des clients et qu'on paye en échange. Et en fait, je me suis rendu compte que ces personnes-là qui montraient un lifestyle assez voilà à louer des Mercedes ou des Lamborghini sur Instagram pour faire des photos, bah, je me rendais compte qu'ils étaient fauchés en fait quand je regardais leur compte. Je me disais mais en fait c'est pas du tout la réalité quoi, c'est pas du tout comme ça. Et j'ai commencé à lire des bouquins là-dessus et je me suis rendu compte que ouais les personnes les plus riches au monde, on n'en parle pas du tout. Enfin si on prend le classement des personnes les plus riches au monde, elles s'habillent pas comme ça, elles ont pas ces habitudes-là, elles sortent pas autant. Donc ouais c'est une idée reçue en fait. Après j'ai envie de dire c'est ce qui après, maintenant, avec notre génération où tout est dans le paraître, c'est un peu ce qui marche. Si demain je publie une photo avec un sac Louis Vuitton, j'aurai plus de j'aime que si je publie une vidéo sur comment faire de l'argent sur les marchés financiers, par exemple. Donc ouais. Ouais. Et donc pour reprendre un petit peu pour ton parcours, t'as fait des études dans la finance ou pas du tout? Ouais, j'ai fait un master de finance d'entreprise pour travailler dans le domaine du contrôle de gestion et de la comptabilité. Mais Ok. c'était pas du tout mon truc et du coup je me suis redirigée plus vers la partie sales. Ouais, vers la partie sales dans tout ce qui est plus finance de marché. Ok, d'accord. Et t'as déjà travaillé dans les finances en France ou ta première expérience finalement c'était en Australie? Ah si, j'ai travaillé 2 ans en alternance dans le département finance. J'avais travaillé chez Microsoft en deuxième année de master. Et ouais, c'était pas du tout fait pour moi, quoi. Ok, Je suis plus une d'accord. personne qui a besoin d'interaction et une sales, quoi, j'ai envie de dire. Ok, Pas trop fonction support dans une entreprise à gérer les coûts et ce genre de choses, c'est pas trop mon truc, quoi. C'est hyper intéressant aussi, mais c'est pas moi, quoi. d'accord. Ouais, je comprends. Je comprends. Alors du coup, après, tu m'as parlé de ton autre activité qui est les investisseuses et du coup, c'est par ce Oui. biais-là que je t'ai connue. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, bah voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu lancer ça? Et puis voilà, pourquoi qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans et pourquoi tu veux le faire? Parce qu'en fait, en me lançant, moi, dans l'investissement, je me suis rendu compte que bah, c'était un domaine hyper masculin. Que, enfin, on était toujours à essayer de mettre les femmes dans des cases en disant, bah non, les femmes, elles sont dépensières, elles savent pas comment épargner. C'est un peu les hommes qui gèrent dans ce domaine-là. Et en fait, en faisant beaucoup de recherches, je me suis rendu compte que c'était qu'une croyance limitante. Parce que déjà, selon plusieurs études, nous, on n'est pas testostérone driven, j'ai envie de dire, comme on dit en anglais. On voit les choses long terme. Et il y a une étude en plus récemment qui disait ça, de Goldman Sachs, qui disait que les fonds d'investissement dirigés par des femmes ont affiché de meilleures performances depuis le début de l'année 2020 que les hommes. Parce qu'en fait, les femmes ont une vision long terme, elles sont plus patientes et moins optimistes que les hommes. Alors que les hommes, ils ont tendance à avoir excessivement confiance en eux, donc ça va forcément se reproduire dans la façon dont ils investissent, ce qui les pousse en fait à plus effectuer des transactions rapides, à faire bah, voilà tout ce qui va être trading, sans forcément mettre en place une stratégie long terme. Alors qu'on sait tous bien ce qui fonctionne, on va dire
selon moi en tout cas, le mieux c'est l'investissement long terme, c'est la vision long terme. Quand tu investis sur long terme, tu comment dire, gères la volatilité, tu limites le risque parce que tu as un horizon de placement pardon qui est assez différent. Et du coup ouais en fait on s'est rendu compte aussi que j'avais vu autre chose, une autre étude qui disait que 66% des femmes ne modifient pas leur position quand elles sont confrontées à une volatilité sur les marchés financiers. Ce qui est hyper important parce qu'on s'est rendu compte que pendant la crise du Covid, le marché du S&P 500, qui est l'indice boursier américain, a chuté de plus de 30%. Et quelques mois après, en août, il est revenu à la normale. Et il y a beaucoup de personnes qui ont vendu ou qui n'ont pas conservé leur position, alors qu'au final, il aurait peut-être fallu juste avoir une horizon long terme. Et en fait, je me suis rendu compte aussi qu'en France, il n'y a que 6% d'investisseurs sur à peu près 69 millions d'habitants et même pas 1% sont des femmes. Alors que les femmes, comme je l'ai dit, sont de plus en plus meilleures dans l'investissement pour leur horizon long terme et aussi parce que on sait qu'on vit plus longtemps que les hommes. On va avoir des enfants, on va avoir beaucoup plus de dépenses et on a tendance aussi à être meilleur en épargne. Donc du coup, je me dis, mais pourquoi les femmes n'investissent pas alors? Et donc c'est ça, j'ai envie de dire, la mission derrière les investisseuses. Même si je pense qu'une bonne stratégie d'investissement, ce serait plus, on va dire, une équipe gagnante, ce serait plus l'audace masculine et la sagesse féminine, j'ai envie de dire. Ce serait un mix des deux plus Ouais, grandes voilà, pour la qualités. faire un peu philosophique. Ouais. Mais c'est génial, je trouve, ce que tu dis par rapport au fait que les femmes sont beaucoup plus performantes en investissant, de par notre qualité de femme, tu vois. Que c'est vrai que toute notre vie, on nous rabâche, et puis même avec toutes les idées reçues, toutes les blagues sur les femmes, qu'elles sont michto, qu'elles dépensent tout l'argent, que c'est des... Ouais. Non mais tu vois, c'est ça, c'est des choses qu'on voit comme ça, et que la grande idée reçue, la grande image, c'est que c'est l'homme qui ramène plus d'argent, et puis la femme, elle est là pour dépenser l'argent de l'homme, et que même si maintenant, je pense qu'on sort quand même pas mal de ces carcans-là quand même, mais c'est de se dire en fait que nous-mêmes en tant que femmes, c'est notre plus grande force de pouvoir d'être bonne en investissement, quoi, en investissant. Ouais, tout à fait. Et en plus, on se rend pas compte de ça, mais j'en parlais avec une psychologiste récemment. Et elle me disait que on a tendance à hériter forcément de la façon dont nos parents, de la relation que nos parents avaient avec l'argent et surtout de notre mère. Et comme moi, je sais que dans mon cas, ma mère était un petit peu dans cette situation où il fallait épargner, il fallait faire attention, etc. J'ai forcément un petit peu hérité de tout ça. Donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ménage à faire dans tout ça. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, ma mission derrière les investisseurs. Ouais, mais c'est génial parce que si ça nous permet de prendre confiance, en fait, on sait qu'on peut le faire, quoi. Tout à fait, ouais. Ok, d'accord. Donc, pour toutes les personnes, n'attendez pas la fin de l'épisode pour aller suivre Inès, du coup, sur son compte Instagram des investisseuses, parce que justement, on a besoin d'informations, on a besoin de prendre confiance en nous pour pouvoir se dire, on va commencer à investir. Alors justement, on va y arriver. J'ai plein de questions pour toi sur l'investissement, qu'est-ce qu'il faut faire, où commencer, tout ça. Donc toi, quand tu as commencé à investir, comment tu t'y es prise? Alors moi, mes débuts dans l'investissement, c'était catastrophique. Donc quand j'ai commencé à investir, en fait, j'avais été approchée par des sociétés de MLM. Je sais pas si tu as entendu parler. Je sais pas vraiment comment expliquer une société de MLM, mais en gros, c'est des. Je m'étais fait approcher par des networkers qui faisaient de la promotion MLM, ouais, qui faisaient de la promotion de services de trading, etc. Et ils vendaient un petit peu leur lifestyle, et du coup, ça m'a un peu intéressée. Et donc, j'ai été à plusieurs conférences et j'étais pas très à l'aise. Je trouvais qu'ils poussaient un petit peu les gens et que c'était un peu des discours, si tu passes pas à l'action, t'es une ratée ou ce genre de choses. J'étais pas très à l'aise, donc du coup, j'ai jamais rejoint ce type de communauté, j'ai envie de dire. Ouais. Et après, j'ai été à plusieurs events quand j'avais quel âge? J'avais 20 ans. Ouais, j'ai été à plusieurs events qui parlaient de la bourse, d'investissement. Il n'y avait que des hommes, c'était ouf. Et j'étais une des seules nanas. Et
Et du coup, après, j'ai été approchée par un courtier. Un jour, j'ai reçu un appel en me disant, oui, vous avez été à cet event, c'était pour voir avec vous, est-ce que vous avez déjà démarré, est-ce que vous en avez entendu parler, etc. J'ai dit, non, non, je m'y connais pas du tout, et ouais, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, etc. En fait, c'était un courtier en bourse qui faisait des promotions de services de trading. Et le mec était hyper bon, vraiment, c'était un très très bon sales, j'ai envie de dire. Ouais. Et donc du coup, il m'a dit, et j'étais pas très à l'aise parce que je savais que le trading, il y a plus de, je crois que 78% des gens qui perdent en trading. Bon, après, il y a plein de raisons derrière et j'en connais aussi beaucoup qui gagnent, mais j'étais pas très à l'aise. Du coup, j'étais là, non, non, je suis pas intéressée. Enfin, je verrai plus tard. Non, c'est pas le moment. Enfin, je me trouvais des excuses, quoi. Et ensuite, il m'avait envoyé un email qui m'avait beaucoup marqué et il m'avait dit, ouais, les gens qui réfléchissent trop et qui prennent pas d'action ne réussiront pas dans leur vie. Une phrase toute faite. Donc, du coup, j'ai recontacté le gars parce que j'avais trop mal pris. Et du coup, j'ai dit, bon, comment on fait, comment on démarre? Et du coup, il a commencé à montrer la plateforme de trading et à montrer comment ça fonctionnait à peu près. Là, si j'achète un lot sur l'euro USD et que l'euro USD monte, et je vais gagner ce genre de choses. Et je me rappelle que j'avais investi toute mon épargne. J'en avais pas beaucoup, j'avais peut-être 2 000 à 3 000 euros à l'époque et j'ai investi toute mon épargne là-dedans en suivant ses conseils. Et actuellement, dans ce domaine-là, c'est interdit de donner des conseils d'investissement. Enfin, c'est juste pas possible. Et moi qui travaille dans ce domaine-là aussi, on n'a pas le droit, on a le droit de, c'est que de l'éducation en fait. On a le droit, d'éduquer nos clients, de leur expliquer comment les fondamentaux, comment les marchés fonctionnent, mais on donne pas de conseils d'investissement parce que tout le monde a une aversion au risque assez différente. On est tous différents, donc on donne pas de conseils. Et du coup, le mec il me disait vraiment comment. Il me disait regarde Inès ce qui s'est passé sur l'or, tu devrais prendre une position, ce genre de choses. Et donc du coup en une semaine j'ai cramé mon compte. Enfin j'ai pris une position, je me rappelle, sur l'or et ça avait chuté à ce moment-là. Et j'ai cramé tout mon compte et après j'ai jamais eu de nouvelles de cette personne. Et en fait je me suis rendu compte que c'est un courtier en bourse basé à Chypre et qui joue un peu sur le côté émotif des gens, j'ai envie de dire. Et ouais, ça m'a vraiment ça j'avais vraiment la rage et après du coup j'ai commencé à apprendre à investir, j'ai envie de dire, mais les bases, quoi. J'ai commencé à lire des bouquins de Benjamin Graham, Warren Buffett. Et après j'ai ouvert un PEA et j'ai commencé à investir sur des ETF. Mais petit à petit, j'ai investi un petit peu, un petit peu, un petit peu. J'ai investi aussi un petit peu sur des actions, bon un peu en freestyle parce qu'à l'époque je savais pas du tout comment analyser une action par exemple. J'ai investi, j'avais vu cette phrase, investir dans ce que vous consommez, donc du coup j'avais acheté une action LVMH et j'avais fait des profits là-dessus et j'étais trop contente. Et d'ailleurs, c'est un très très bon investissement quand on voit comment l'entreprise elle s'en sort aujourd'hui. Ouais. Et ouais, donc du coup, maintenant je suis à fond dedans, j'investis tous les mois et de plus en plus en crypto-monnaie. J'investis plus trop sur mon PEA, j'investis plus sur un compte avec un courtier américain sur lequel j'ai accès à beaucoup plus de placements parce que sur le PEA, c'est assez limité. C'est quand même assez bien pour démarrer, mais il y a certains domaines dans lesquels j'ai envie d'investir qui sont pas forcément disponibles sur PEA, donc du coup, voilà. Ok. C'est quoi exactement un PEA? Plan épargne en action. Okay. D'accord. Alors un PEA, c'est un support qui va te permettre d'investir en bourse. Donc ton PEA, tu peux l'ouvrir à la banque ou chez une banque en ligne ou chez un courtier en particulier. En fait, ça va te donner accès à la bourse, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça, à l'interface. Et tu vas pouvoir, sur ton PEA, tu peux acheter que des actions françaises et européennes, mais tu peux acheter des ETF internationaux. Et en fait, le PEA, pourquoi c'est bien, c'est parce que c'est une bonne enveloppe fiscale et après 5 ans, tu payes beaucoup moins d'impôts sur tes plus-values parce qu'il faut savoir que quand tu fais des profits en bourse, donc par exemple si tu achètes, je sais pas, si par exemple si tu gagnes 200 euros sur le Bitcoin, tu vas devoir payer 30% d'impôts. Et en fait, quand tu places bien ton PEA, tu vas payer beaucoup moins d'impôts après 5 ans, tu vas payer uniquement les prélèvements sociaux. Donc voilà, c'est une très bonne, je trouve que c'est une très bonne façon d'investir. Bon après, il y a ses avantages et inconvénients, mais ça reste quand même intéressant quand on démarre, quoi, j'ai envie de dire. Ok, d'accord. J'ai été sur une plateforme PEA, du coup. Oui. Et c'est vrai qu'au début,
waouh, il y a plein de trucs, il y a des graphiques de partout, tout ça, ça fait, tu dis bon, comment je vais m'en sortir, ça va le faire. Et bon, je t'avoue, pour donner mon expérience, c'est qu'au début, j'ai voulu acheter une action, est-ce que tu appelles ça comme ça directement? Tu veux acheter une action ou pas? C'est quoi les termes exacts? Tu veux passer un ordre en bourse à l'achat, mais ouais, tu veux acheter une Ok, action, c'est la même chose. ok, d'accord. Bon, quand tu veux passer un ordre, Oui. et en fait, moi, j'avais voulu passer un ordre sur une entreprise américaine. Et au début, j'ai mis 2 semaines parce que je ne comprenais pas pourquoi je n'y arrivais pas. Et après, j'ai demandé de l'aide, du coup, chose qui est à faire. Et on m'a dit, oui, en fait, il faut créer un compte spécifique où il faut s'enregistrer pour pouvoir faire en sorte d'acheter américain, en fait. Tout à fait. En fait, Ça tu te peux parle? ouvrir ouais, t'as deux options. Tu peux ouvrir un compte titre. Sur un compte titre, tu as accès à tous les titres disponibles, donc actions, ETF, obligations du monde entier. Et tu peux faire des retraits libres aussi et t'as aucune limite de versement parce qu'il faut savoir que sur un PEA, si tu retires euh, avant 5 ans, Ouais. ça clôture le PEA et aussi tu es limité à 150 000 euros. Donc sur ton PEA, Ok. tu peux avoir maximum 150 000 euros. Donc du coup, ouais, il y a l'option du compte titre ou sinon il y a aussi compte de broker qui est de plus en plus, j'ai envie de dire, famous en Europe, comme avec Ok. Trade Republic et Trading 212. Et en Ok. fait, ouais, tu as accès à plusieurs placements aussi. Mais par contre, tu vas recevoir au moment de faire ta déclaration, ils vont t'envoyer une sorte de statement où tu vas pouvoir faire ta déclaration d'impôt. Alors, donc du coup, compte de trader, c'est ça que compte de trader, Broker, j'ai envie de dire, ouais, compte de broker. broker, pardon. Ça, c'est quelque chose que tu ouvres sur ton interface bancaire ou c'est quelque chose complètement à part? Non, c'est une entreprise totalement à part. Ouais, Ok, c'est souvent via des applications et c'est devenu très famous, j'ai envie de dire, parce que l'application, elle est hyper facile d'accord. d'utilisation. C'est hyper intuitif. Tu as la possibilité de te créer aussi un plan d'investissement. Tu as la possibilité de faire des virements automatiques. Et ça, c'est bien d'automatiser en général quand tu fais de l'investissement parce qu'il faut éviter un maximum de toucher aux émotions, quoi. Ouais, Donc, ouais, d'accord, ok. ce que je recommande principalement, c'est Trading 212 et Trade Republic. D'accord, ok. Bon, ça sera noté dans la description. Et du coup, comment ça fonctionne? C'est tu t'inscris sur ces applications-là, t'as des commissions qui sont retenues à chaque fois que tu fais que tu investis de l'argent? Ouais, ces brokers, en fait, se rémunèrent, ils se disent commission free, mais Ok. en fait, ils te vendent l'action un petit peu plus cher que ce qui est sur le marché. Bah, en même temps, c'est un peu leur façon de se rémunérer. Mais par Ouais. exemple, le cas de Trading 212, ils se rémunèrent plus via leur activité de CFD, en fait. Bon, je vais pas aller dans le détail dans ça, Ouais. mais du coup, c'est pour ça que c'est des brokers, j'ai envie de dire, assez vraiment pas cher, en fait. Parce que D'accord. si tu prends par exemple une banque, c'est beaucoup plus cher. Et ça, c'est des choses à prendre en compte quand tu démarres dans l'investissement et des erreurs que beaucoup de personnes font et que j'ai fait aussi. C'est ne pas prendre en compte les frais. Parce que les frais sur le long terme, ça peut vraiment grignoter ta performance. Ok. Justement, c'est ça, c'est cette peur que j'avais moi avant de me lancer dans l'investissement, c'était de comment moi avoir la vision de ce que je vais récupérer, les intérêts que je vais avoir et ce que je vais moi payer aux organisations et comment savoir en fait si je suis rentable, si je me fais de l'argent ou si en fait je ne paye que des commissions. Principalement, j'ai envie de te dire, ouais, il faudra prendre en compte tes commissions, combien d'impôts tu vas payer. Parce que par exemple, si tu as fait voilà 1000 euros je sais pas, tu as gagné par exemple 1000 euros sur les marchés financiers, et ben, il va falloir que tu enlèves monsieur impôt, donc 300 euros. Donc ça, c'est à Ok. prendre en compte. Donc tu déduis tes impôts. Après, tu peux aussi déduire voilà, le coût de l'inflation. Ça, je trouve que c'est bien de le déduire pour savoir à peu près, pour que ce soit un petit peu précis, mais c'est principalement où est-ce que tu déduis. Mais ouais, comme je disais, les frais, on se rend pas compte. Souvent, on se dit, ah, il y a 1% de frais quand je passe en ordre. Oh, il y a 2%. C'est pas grand-chose. Mais j'ai vu une étude récemment de tête sur 30 ans. Par exemple, si tu fais un placement initial on va prendre 10 000 euros, si tu les investis sur 30 ans,
et que tu as 1% de frais, ça va te prendre 25 000 euros. Ok, ouais. Et si tu as 2% de frais, ça va te prendre 43 000 euros. D'accord. Ouais, donc faut faire attention aux Voilà, frais tout qu'on à a, fait. quoi. Et on parle d'un investissement initial de, comme je t'ai dit, 10 000 euros avec 8% de retour sur investissement. Bon, après ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, attention aux frais en tout cas. Ok. Et est-ce que les applications, par exemple, comme eToro, nous permettent vraiment de ne pas avoir de frais? Est-ce que pour toi, c'est une bonne solution? Alors, eToro, je ne suis pas une spécialiste, mais il me semble, eToro, ils ont principalement ce qu'ils font, il me semble, je suis pas sûre, ça a vraiment à confirmer. Ils proposent des actions en CFD. Donc, un CFD, c'est ce qu'on appelle un contract for difference. Donc, en fait, t'es pas vraiment détenteur de l'action. D'accord. Et tu as la possibilité d'acheter ou vendre l'action. Donc, si par exemple, ça peut être bien, ça peut être une stratégie. C'est ce qu'on appelle le hedging. Si par exemple, voilà, j'ai investi sur Apple et je sais que Apple va avoir un mauvais mois. Voilà, Apple va publier ses résultats trimestriels et les résultats sont plutôt pas bons ou j'estime que ça va pas être bon parce que j'ai suivi ce qui s'est passé. Et ce que je peux faire, c'est vendre une action Apple sur eToro par exemple via ce qu'on appelle des CFD. D'accord, ok. Ok, donc ça peut être une stratégie. En fait, un CFD, l'avantage principalement, c'est que tu peux acheter et vendre. Alors qu'une action, tu peux uniquement parier à la hausse, j'ai envie de dire, entre guillemets. C'est quoi parier à la hausse? C'est-à-dire que si par... Je te pose les questions vraiment qui me viennent pour être sûre de bien tout comprendre. Là, je suis en train de te cuisiner à mort. Non, avec plaisir. Si par exemple, j'achète Apple à 100 euros et que l'action monte à 120, je vais gagner 20 euros. Ok, d'accord. Donc en gros, j'ai que l'option d'acheter. Alors qu'avec une plateforme comme par exemple eToro, tu as la possibilité de vendre aussi. Donc si Apple descend, je peux aussi faire des profits. Alors que quand je passe par un compte titre ou un PEA, je gagne que si l'action monte. D'accord. Mais le jour où tu veux t'en débarrasser de cette action, si tu passes par un PEA, tu fais comment? Tu la vends, tu fermes ta position. Ok. D'accord. Ok. Je pense que clairement qu'avec l'expérience et en essayant tous ces concepts-là, toutes ces informations-là, ça devient encore plus clair en fait. Ouais, c'est vraiment que de la pratique, quoi. Et souvent, après, souvent, faut poser les questions aussi. Il y a pas de, j'ai envie de dire, ces plateformes-là, je sais qu'ils ont des supports qui sont assez bien. Et notamment, je te parlais de Trade Republic et Trading 212, ils ont des supports en français et faut vraiment pas hésiter à demander parce que ils sont là aussi pour aider, quoi. Je sais que la qualité de leur support est plutôt pas mal et c'est quelque chose que je regarde beaucoup avant de choisir une plateforme d'investissement en général. Ouais, ok. D'accord. Donc là, tu nous as parlé de plusieurs types d'investissements. Pour toi, ça serait quoi la meilleure façon de démarrer quelqu'un, voilà, pour quelqu'un qui a jamais fait d'investissement? Ça serait quoi, voilà. Je sais que du coup, t'as pas forcément le droit de donner des conseils et que c'est peut-être pas forcément le plus pertinent, mais voilà, pour nous guider, de nous dire voilà, qu'est-ce qui est peut-être une bonne solution pour commencer à apprendre dans ce domaine-là. Alors, pour quelqu'un qui démarre, déjà, la première chose que je dirais, c'est démarre. Enfin, c'est vraiment important de démarrer, quoi. Commence parce que après, ça va vraiment changer ton mindset sur l'argent, j'ai envie de dire. Parce que quand tu commences à investir et quand, par exemple, tu commences à faire des profits, tu vas vraiment changer la façon dont tu penses. Tu vas te dire, finalement, 100 euros que je dépensais avant au resto, si je l'avais investi, je dis une connerie sur le Bitcoin, j'aurais fait tant. Et tu vas te rendre compte que, si j'ai dépensé encore 100 euros au resto, ça 100 euros, c'est par exemple 3 heures de mon travail. Et ça va vraiment changer ta façon de penser en fait. Et je pense pour un débutant, le plus important, c'est d'avoir ce que je dis tout le temps, avoir un fonds d'urgence selon ses dépenses en fait, avoir un fonds, quelque chose, un livret d'épargne, voilà, avec de l'argent pour les dépenses, j'ai envie de dire d'urgence. C'est hyper important parce que j'ai vu plusieurs personnes et moi aussi j'ai été dans le cas où des fois je me suis retrouvée avec des dépenses urgentes et j'ai dû fermer certaines positions quoi, qui étaient peut-être en perte. Et ça justement ça bousille toute ma stratégie quoi. Okay. Après je trouve que c'est aussi important d'avoir une vision long terme parce que plus on investit sur long terme, plus on limite les risques.
Et enfin, je pense que le plus important, c'est savoir quelle est son aversion au risque. C'est ce qu'on appelle le risk-reward ratio en anglais. Ok. Parce qu'en Donc c'est... investissement, Oui, pardon, dis-moi, vas-y. Non, vas-y. tu sais, quand on commence à investir, à trader ou à investir sur le marché des actions ou des ETF ou des cryptos, c'est hyper important de savoir combien on est prêt à risquer. Ok. Est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque-là, en fait? Est-ce qu'on est prêt à que, par exemple, pendant un mois, les cryptos vont baisser de 50%, mais après, dans les 3 prochains mois, vont monter de 150%? C'est ça qui est hyper important, je pense. Ouais, savoir quelle est son aversion au risque, quoi. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à investir dans les cryptos, par exemple, et dès qu'il y a une baisse, ils ferment leur position, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, quoi. Faut vraiment avoir un horizon long terme. Je dirais que, enfin, ces personnes-là, en général, elles n'ont pas investi dans les cryptos pour les bonnes raisons. Je pense que c'est plus parce que voilà, on en parle Par effet de beaucoup, mode. ou parce qu'il y a des vendeurs de lifestyle sur Instagram, ou aussi parce qu'elles sont tombées dans ce qu'on appelle le FOMO, ce qui est en anglais, le FOMO, c'est Fear of Missing Out, Ouais. la, la peur de perdre une opportunité, alors que des opportunités sur les marchés, il y en aura toujours et toujours. Enfin, depuis la création des marchés financiers, la bourse n'est repartie qu'à la hausse, donc il y aura toujours des possibilités de, euh, de faire des profits, j'ai envie de dire. Ouais. Et essayer de trouver le bon point d'entrée, c'est pas non plus le plus intéressant, j'ai envie de dire. À partir du moment où ouais, on a une bonne aversion au risque, qu'on sait sur quelle vision on veut, pardon, j'ai oublié le mot que je voulais dire. Quelle est sa vision Long terme. d'investissement et combien on veut atteindre, je pense que c'est l'essentiel. Ouais. Ok, d'accord. Bah, c'est super intéressant. En fait, au-delà de se dire comment investir, c'est vraiment de se poser des questions sur nous-mêmes et nous dire, voilà, déjà, super important, ouais, d'avoir comme tu dis, un fonds d'urgence. Oui, moi, j'appelle ça l'épargne sécurité pour être sûr que, voilà, peu importe ce qui arrive, on a quelque chose. Et puis, en fait, c'est comme de se mettre des objectifs financiers. C'est comme, voilà, de se dire, bah, quelle est ma vision, et c'est d'utiliser un petit peu le même mindset en termes d'investissement, de se dire c'est quoi ma vision long terme et qu'est-ce que je veux financer peut-être avec ces investissements. Ouais, tout à fait. Ouais, je pense que c'est hyper important aussi d'avoir un montant parce que le cerveau, il a tendance à plus sticker, j'ai envie de dire, enfin, à retenir les nombres. Et quand on a le montant en tête, c'est encore mieux pour construire son plan d'investissement parce que du coup, tu vas pouvoir diviser ton objectif, ce qui est hyper important, Ouais. et, atteindre ton objectif, j'ai envie de dire, plus rapidement, quoi. Ok, d'accord. Trop intéressant. Je prends des notes en même temps. Avec plaisir. Ok, génial. Alors tout à l'heure, tu m'as parlé de trading. On a parlé d'ETF. Trading et bourse, c'est quelque chose de différent? Non, c'est la même chose, le trading, c'est juste une autre stratégie, en fait. Ok, d'accord. C'est quel type de stratégie? J'ai envie de dire, sur les marchés financiers, il y a deux types de profils. Il y a les traders et les investisseurs. Donc, les investisseurs, ils ont une vision moyen-long terme, alors que les traders, ils ont plus une vision court terme. Ils vont faire ce qu'on appelle du scalping, de l'intraday trading ou du swing trading. Donc, c'est des horizons de placement qui sont beaucoup plus courtes. En fait, la différence entre D'accord, trader et investisseur, elle se fait sur l'horizon de placement. Un trader, il va plus d'accord, avoir tendance à analyser ce qui se passe, par exemple, sur le marché de l'or, ouvrir une position et après la fermer dans la même journée ou dans la même semaine, selon sa d'accord. stratégie encore. Ouais. C'est ce qui fait Il essaie de voir des c'est opportunités court terme. exactement, ouais, court terme. D'accord, ok. Donc tu m'as parlé de ce que tu conseillerais de faire quand on démarre l'investissement. Qu'est-ce qui ne doit surtout pas être fait quand on démarre? Alors, ne surtout pas être fait quand on démarre, c'est principalement tomber dans ce que je t'ai dit juste avant, le FOMO, hein, la peur parce que quelqu'un Ouais, l'a partagé sur les réseaux sociaux, aller investir directement sans actuellement étudier les fondamentaux, avoir de réelles raisons en fait d'investir. Si par exemple on prend le Bitcoin aujourd'hui, c'est pas je vais me lancer dans le Bitcoin parce que j'en ai entendu parler ou parce que voilà c'est le meilleur retour sur investissement depuis plusieurs années. Il faut actuellement étudier ce qu'on appelle les fondamentaux. Qu'est-ce qui est derrière le Bitcoin? Euh, pourquoi
pourquoi le Bitcoin peut prendre en valeur, quelle est la valeur intrinsèque du Bitcoin. Lire aussi ce qu'on appelle le white paper. C'est en crypto, c'est un document où tu as tout le projet de la crypto, en quoi cette crypto peut révolutionner le monde, quelle est aussi l'équipe derrière, qui sont les gens derrière, quel est leur projet. Ça, je pense que c'est hyper important d'étudier les fondamentaux avant toute chose. Ouais. Ok. Il se trouve où, c'est pareil sur le marché des actions. Pardon ? Il se trouve où le white paper ? Ça, tu peux le retrouver sur le site de la crypto en particulier, ouais. Ok. Si tu vas par exemple sur par exemple, je prends une crypto au hasard, Cardano, tu vas tomber sur leur site et t'as ce qu'on appelle le white paper. Et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve hyper désavantageux et qui a aussi fait que j'ai eu envie de lancer les investisseuses, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'informations en français. Ouais, carrément. Et ça, c'est vraiment un problème et une opportunité aussi, c'est qu'il n'y a pas grand-chose en français. Si par exemple, je prends les cryptos, il n'y a pas... La plupart de mes sources en crypto, elles sont en anglais, en fait. Et bon, après, ça va se faire de plus en plus. Et moi aussi, j'essaie de traduire les choses en maximum. Mais ouais, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont encore en anglais. Ouais. Et toi, du coup, tu trouves où toutes les informations de confiance ? Donc, tu m'as parlé du white paper, mais où est-ce que toi, tu te renseignes vraiment sur les choses et que tu te dis, bon, bah ça, je peux y prendre comme quelque chose de véridique, pardon. Sur les crypto-monnaies, je regarde les forums comme Reddit, mais principalement le site que je regarde beaucoup, c'est CoinMarketCap. Parce que sur CoinMarketCap, tu as toutes les crypto-monnaies. Donc, tu vas avoir leur capitalisation boursière, le volume, leur performance. Tu vas aussi avoir la possibilité de te créer un portefeuille de crypto en virtuel et voir comment ça évolue. Le calendrier et savoir les news qu'il va y avoir sur les cryptos et comment ça peut les impacter. Et tu as aussi la section qui est apprendre, où en fait, tu peux suivre des cours en ligne pour apprendre sur les cryptos et tu te fais rémunérer en crypto. Donc ça peut être hyper intéressant aussi pour ceux qui démarrent. Là, je sais qu'il y a un projet avec la crypto IOTEX. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est une crypto que je trouve aussi hyper révolutionnaire. Et en fait, en suivant les cours en ligne, tu as la possibilité de te faire rémunérer en crypto. Donc ça, je trouve que c'est hyper cool. Et ouais, après, tu as aussi tous les événements. Donc, par exemple, s'il y a une crypto qui va se lancer là bientôt, tu auras la possibilité aussi de voir quand est-ce que la crypto va se lancer, quel est son objectif de... Comment on appelle ça en français ? Combien ils veulent lever de fonds. Ouais, ok. Et le projet aussi qui est derrière, quoi. Et après, tu as aussi le lien vers d'autres sites sur lesquels tu peux acheter des cryptos en avance avant qu'elles soient cotées sur des sites comme Coinbase ou Binance, qui sont les principales plateformes que les particuliers utilisent pour investir en crypto. D'accord. Alors, tu m'as dit comment elles s'appellent ces plateformes ? C'est Binance et Coinbase. Binance et Coinbase. Ouais, c'est ça ? Tout à fait. Je te les écris. Ah, je veux bien. Et tu m'as parlé du coup de CoinMarketCap, c'est ça ? Cap, tout à fait, ouais. Cap, ok. Bon, bah super, ça nous donne plein de ressources et puis du coup, on va pouvoir aller potasser tout ça, c'est génial. C'est vraiment un milieu qui te passionne et ce qui me fait, c'est pas que ça me fait rire, mais je trouve ça génial en fait que ta première expérience, elle a été assez horrible dans ce que t'as dit et que finalement en fait tu t'es dit non je me démonte pas, allez, ça me plaît quand même et je vais me mettre dedans à fond quoi. Ouais, tout à fait. Je pense que ça a été cette expérience-là, j'ai envie de dire, ça a été une vraie frustration pour moi. Surtout à mon jeune âge, j'ai envie de dire, de perdre autant d'argent. Je me rappelle, j'en avais parlé aussi à mes parents, ils m'avaient dit on t'avait bien dit que c'est pas comme ça que tu vas faire de l'argent, ce que tu fais c'est du casino. Et moi j'y croyais vraiment en fait, il y avait vraiment une lumière au fond de moi qui me disait mais si c'est possible de faire de l'argent sur les marchés financiers, je vois beaucoup de personnes le faire, pourquoi pas moi. Et je pense que c'est quelque chose qui fait aussi partie de ma mission, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup trop de j'ai envie de dire les institutionnels aujourd'hui qui sont les personnes les plus riches au monde, elles ont les meilleurs conseillers, alors que les investisseurs particuliers qui démarrent n'ont pas forcément les infos. On leur dit que c'est pas possible parce qu'ils commencent avec un petit montant, alors qu'un tout petit montant,
avec ce qu'on appelle l'effet cumulé sur 40 ans, ça peut faire une grosse différence, quoi. On a tendance, ouais, à un peu diaboliser, j'ai envie de dire, les investisseurs particuliers, et ça, je trouve ça ridicule. Bah, en fait, c'est quelque chose qui m'est beaucoup revenu, c'est que on m'a dit, quand t'investis et que t'as pas d'argent, tu ne peux pas acheter tout ce que tu veux. Enfin, que t'investis peu, tu peux pas acheter tout ce que tu veux, et ou alors ce qui est disponible d'acheter, c'est des choses qui sont pas forcément intéressantes. Bah moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, et c'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi. Mais je suis pas du tout d'accord parce que je trouve que quand tu démarres l'investissement, justement, tout ton mindset change, tout ton rapport à l'argent change. Enfin, vraiment, j'ai eu l'expérience avec beaucoup de clientes qui ont démarré par exemple dans les cryptos, qui ont fait un petit peu de profit et qui étaient là, ah ouais, bah du coup là j'ai un petit peu plus d'argent ce mois-ci, au lieu de faire ça, ou au lieu de faire une commande sur Amazon, je vais investir un petit peu plus. Ouais. Et ouais, non, je trouve que vraiment. Et en plus, de toute façon, enfin, à partir du moment où on met son argent là-dedans, ça va nous donner une envie de plus se renseigner, de plus se former. On va tendance à aller, voilà, essayer d'aller chercher des informations un peu partout. Et c'est comme ça que notre stratégie, elle va se faire, quoi. Donc, ouais, non, je pense que même si on commence avec un tout petit montant, c'est hyper important de commencer. Parce qu'on peut finalement commencer à investir avec quel montant minimum? Bah, il y a pas vraiment de montant minimum. Tu vois, par exemple, si tu ouvres un compte, un compte avec Binance et que tu peux très bien acheter 50 euros de Bitcoin, quoi. Et j'ai une cliente récemment qui a investi 50 euros de Bitcoin et ça a bien augmenté. Elle était contente et du coup, bah, ça l'a amené à faire plus de recherches sur Binance, à découvrir comment la plateforme fonctionne, à faire des recherches sur d'autres cryptos qui étaient disponibles. Et après, elle m'a dit qu'elle du coup, elle avait splitté son Bitcoin entre plusieurs cryptos et elle avait investi aussi sur une crypto qui, le nom c'est Axie Infinity. J'en ai parlé récemment sur Instagram. C'est la fameuse crypto Pokémon. Et cette crypto elle l'a eu à 10 euros. Et là, maintenant, la crypto est à 70, quoi. Donc, voilà. Ah, c'est génial. Pour un investissement de 10 euros, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant, quoi. C'est génial. Ouais. Et là, ouais, je viens de checker, cette crypto, elle est à 78 dollars maintenant. En combien de temps, du coup? En 3 semaines, je dirais. Ouais, elle a fait un des meilleurs retours sur investissement, là, récemment. Mais bon. Cette crypto, voilà, a bien augmenté, a fait un super retour sur investissement en très peu de temps. En une semaine, 95%. Voilà, on n'a pas ça sur le marché des actions, par exemple. Encore une fois, ça dépend de notre aversion au risque et les performances du passé ne sont pas les performances du futur. Mais j'en parle parce que, enfin, moi, personnellement, c'est un projet auquel je crois beaucoup. C'est pour ça que je dis que les fondamentaux sont là aussi pour supporter le prix de cette crypto. Ouais. Et là, du coup, par exemple, avec un résultat comme ça, là, le conseil, c'est quoi? C'est, du coup, j'imagine avec tout ce que tu viens de me dire que la bonne réponse, c'est de rester comme ça, de laisser cette crypto s'améliorer, prendre de la valeur. On est d'accord que à ce moment-là, tu la laisses et tu lui dis bon bah je reviens te voir dans quelques temps et puis on verra l'argent que t'as fait. C'est pas le moment de récupérer l'argent. Bah moi c'est principalement ce que je fais. C'est une stratégie qu'on appelle buy and hold. Donc j'achète et je garde sur le long terme parce que c'est un projet qui va vraiment exploser et j'y crois vraiment à 100%. Bon, après faut aller faire un peu plus de recherche sur cette crypto-là en particulier. Ils ont un site, enfin tout est très très bien expliqué. Et en fait, pour expliquer rapidement le projet derrière cette crypto, c'est en fait un jeu Pokémon en ligne sur la blockchain de Ethereum, qui est une autre crypto qui est très populaire, c'est la deuxième en termes de capitalisation boursière. Et en fait, ce jeu-là a amené énormément de personnes. Il y a de plus en plus de personnes qui utilisent cette crypto pour jouer parce qu'en fait, pour acquérir des Pokémon dans ce jeu en ligne, la monnaie d'échange, c'est cette crypto-là qu'on appelle Axie Infinity. Et je trouve que c'est un projet vraiment génial. Ouais, c'est trop bien. Et puis surtout que ça peut permettre de parler à un public qui est vachement jeune, en fait, finalement. Ouais, tout à fait. Ouais, et c'est ça que je trouve génial en crypto, vraiment. C'est vraiment accessible à tout le monde. Enfin, j'ai vu vraiment des personnes qui ont commencé avec des petits budgets et qui ont fait de très bons, enfin voilà, de très bons retours sur investissement avec pas forcément beaucoup de connaissances, mais juste voilà, en se renseignant un petit peu sur les fondamentaux. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool, quoi. Je trouve qu'on a un nouvel ère où tout le monde a la possibilité de faire de l'argent, en fait. C'est juste une croyance limitante, en fait. Ouais. Ouais, c'est que en Après, fait, je c'est pense un peu que dans. Dis-moi.
Non, j'allais dire, je pense que c'est un peu tellement le domaine de la bourse, c'est un milieu où il faut s'intéresser et il faut expérimenter. Et c'est ce que je suis en train de comprendre avec toi. Et que au début, ça nous paraît assez, ça fait peur et on connaît pas, etc. Et que c'est super bien d'avoir du coup des informations qui sont claires et d'avoir des jeux comme tu viens de nous expliquer pour pouvoir se dire ah bah allez on va le faire et que ça nous permet d'entrer plus facilement dans le domaine quoi. Tout à fait. Et aussi, après, je pense que c'est aussi une stratégie depuis plusieurs années des médias et des institutionnels. Quand je parle d'institutionnels, je parle de banques d'investissement, de personnes qui ont voilà qui ont des millions. C'est un peu dans leur stratégie aussi de véhiculer une image des marchés financiers assez négatif où le minimum d'investissement c'est 50 000 euros pour être rentable ou quand on est débutant c'est pas possible, faut avoir une base déjà. Je pense que c'est un peu aussi dans leur stratégie pour un peu conserver toutes les parts du gâteau. Et justement sur les cryptos, ça a totalement changé la donne parce que n'importe qui peut investir et c'est ça vraiment la puissance des cryptos, j'ai envie de dire. Ok, ah, trop bien. On arrive alors, on va le faire. Ok, très bien. Alors, avant de terminer cet épisode, du coup, j'avais un petit jeu à te proposer où on va répondre à des idées reçues. Il y en a une à laquelle on a déjà répondu, donc on va en avoir deux. Qu'est-ce que tu penses de cette idée reçue? Donc, tu peux me dire voilà exactement ce que tu en penses. Quand on investit de l'argent, il risque d'être totalement perdu. Oui et non. Alors, Ouais. si on a une mauvaise stratégie, qu'on n'a pas un bon horizon de placement, qu'on ne connaît pas son aversion au risque, oui, ça peut être perdu, mais si on a un horizon de placement assez moyen long terme, j'ai envie de dire, qu'on sait dans quoi on investit, qu'on a étudié les fondamentaux, si par exemple, voilà, on parle d'une action dans ce cas-là, si on est parti regarder ce qui se passe dans l'entreprise, à quoi ressemble le bilan financier, à quoi ressemble le compte de résultat, qu'on a actuellement voilà fait une analyse fondamentale. Non, Ouais. on peut gagner. Donc je dirais ouais, oui et non, ça dépend vraiment de la stratégie et de l'aversion au risque encore. Ok. Ouais. Et la deuxième chose, c'est pour investir, il faut être bon avec ses chiffres. Il faut être doux avec les chiffres. Non, je suis pas du tout d'accord. Non. Moi aussi, avant, je pensais que c'était quelque chose pour les matheux ou pour ceux Ouais. qui font des masters en ingénierie mathématique, mais non, pas du tout. Je pense que c'est ouais, vraiment accessible à tout le monde. Et Ouais. qu'on a vraiment la possibilité d'investir aussi de façon... Enfin, vraiment, une façon simple d'investir, si je peux donner un tips à n'importe qui, c'est euh, ouvre un PEA, achète un ETF qui suit le S&P 500, le S&P 500 qui est l'indice boursier américain, qui est composé des 500 entreprises aux plus grandes capitalisations boursières. Ok. Investis 100 euros sur un ETF qui traque ce marché-là pendant 40 ans et viens me voir avec le résultat. Et actuellement, ce marché-là, le S&P 500, depuis sa création, il me semble que c'était en 1927, le retour sur investissement, il est de à peu près 10 à 11% par an. Ok. Donc encore une fois, Ok. voilà, quand on investit sur le long terme, il y a Il n'y a moins pas de. d'inquiétude à avoir. Ouais. Ok. Il faut juste être patient et ne pas faire avec ses émotions finalement. Tout à fait. Bon après, Ouais. il y a aussi des personnes qui ont un profil totalement différent. Enfin, par exemple, on a tendance, voilà, un peu à diaboliser le trading. Mais je connais voilà de très bons traders, mais après le trading c'est une approche totalement différente. Il y a des fondamentaux, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'analyse chartiste et technique, où on va essayer voilà de trouver le meilleur point d'entrée en analysant comment le prix avance et bouge quoi. Et on va utiliser ce qu'on appelle des indicateurs techniques qui vont nous montrer des zones d'achat ou de vente. Bon après il y a encore plein de choses il y a plein de Mm. choses qui entrent en compte, mais c'est une approche assez différente. Mais il y a aussi une possibilité ouais de gagner quoi. D'accord. Ok. Et j'ai cette dernière question du coup. Tu m'as parlé voilà des plus grosses entreprises par exemple. Comment est-ce que l'on veut faire si on se dit moi je veux investir mais que dans des entreprises éthiques par exemple et qui ont un fonctionnement écologique et qui œuvrent pour l'écologie. Est-ce que ça c'est possible et est-ce que c'est possible de d'investir et de gagner de l'argent avec ça? Bien sûr, tout à fait. Peut-être que les rendements seront un petit peu moindres,
Mais je pense que voilà, la transition écologique, c'est de plus en plus important. Et moi, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus mis en place, surtout Ouais. cette année, pendant le Covid, parce que je me suis rendu compte que j'investissais dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles j'étais pas forcément d'accord avec le business model. Si on parle par exemple d'entreprises comme Zara ou ce genre de choses, j'étais pas forcément d'accord avec ce que l'entreprise fait, les pratiques, comment ils fabriquent leurs habits. Donc j'ai de plus en Mm. plus aussi envie d'investir de façon éthique. Et oui, tu peux investir dans des placements. Par exemple, si on prend, tu peux investir dans des ETF qui sont composés uniquement d'entreprises qui interviennent dans le domaine éthique. Bien sûr, c'est totalement possible. D'accord. Bah, c'est une super nouvelle. Ouais, ah C'est si, si. bien. Et moi, c'est des questions que je me pose de plus en plus aussi, parce que je me dis, oui, peut-être les rendements, c'est intéressant, mais aussi, enfin, l'éthique, c'est aussi hyper important, quoi. Et notamment, bah, c'est quelque chose aussi qui fait que j'ai investi dans les crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies, c'est un petit peu une révolution. Je vais te donner une anecdote personnelle. J'ai un de mes clients qui est basé au Ghana et qui Ouais. veut faire un dépôt sur son compte avec nous. Et en fait, sa banque, les banques au Ghana ne laissent pas les Ghanéens investir de l'argent à l'étranger. D'accord. Ok. Ils ont dit non, c'est pas possible. Enfin, tu peux pas investir ça à l'étranger. L'argent, il reste dans le pays. En gros, c'est à la banque. Et ben cette personne-là, grâce aux crypto-monnaies, elle va avoir la possibilité d'envoyer de l'argent à l'étranger parce que Ah c'est ouais. totalement décentralisé et qu'il n'y a pas de, il y a pas de banque derrière. Donc il y a personne qui, on va dire, contrôle l'argent, quoi. Parce que si demain on va tous à la banque demander notre livret A, je suis sûre à 100%, et c'est ce qui s'est passé en 2008, que la plupart des banques ne vont pas être aptes de nous donner directement, parce que cet Oui. argent-là est investi sur les marchés ou peu importe. Ils vont nous dire ah bah ok, revenez dans 48 heures ou ce genre de choses, quoi. Donc Ok. ouais, je trouve que ça c'est vraiment une révolution derrière les cryptos. Bon après il y a aussi des côtés négatifs, hein, comme je sais que les cryptos, bah, comme c'est décentralisé, qu'il n'y a pas de contrôle de banque, bah, ça permet de financer aussi des pratiques, j'ai envie de dire, pas très éthiques, mais bon. Ah Il y ouais. a, il y a quand même beaucoup d'avantages, quoi. Ok. D'accord. Ouais. Après, j'imagine que c'est toute une question d'équilibre. Ouais, tout à fait. D'essayer d'avoir enfin, je sais pas si c'était d'avoir un peu de tout, mais du coup les premiers pas que j'avais fait dans l'investissement, où je m'étais vraiment renseignée sur les bases des bases, où j'avais appris qu'il fallait avoir juste un portefeuille avec des investissements qui sont différents dans différents domaines, à des volumes différents sur différentes plateformes, etc. et euh, et du coup, dans ce que tu me dis, c'est que je me dis, ok, bah peut-être que les crypto-monnaies, elles sont super bien pour se faire un super rendement. Mais si on se dit, bon bah c'est peut-être pas les choses les plus éthiques, par exemple, c'est bien aussi d'avoir un investissement dans un domaine beaucoup plus éthique et d'avoir un équilibre en fait, finalement. Ouais, tout à fait. C'est vrai que j'en ai pas parlé juste avant, je viens de m'en rendre compte, mais c'est quelque chose que je répète aussi beaucoup. Oui, la diversification, c'est aussi la base de l'investissement. Et c'est pour ça Ok. que notamment, quand je te disais, quand on est débutant et qu'on démarre, investir sur par exemple des ETF, c'est bien parce que tu investis sur un indice, tu investis sur un marché en particulier, sur le marché américain. Ouais. Donc si par exemple demain Apple ne va pas bien, bah Tesla ira bien. Donc du coup, on a Mm. une sorte d'équilibre. Donc ça fait partie de la diversification aussi. Aussi investir dans différents endroits dans le monde, c'est aussi hyper intéressant. On sait très bien que quand les États-Unis ne vont pas bien, la Chine va un peu mieux. Donc ouais, la diversification aussi, ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant, hyper important. Ok, bon, ça va, ça me rassure. J'ai j'ai des petites bases, mais des bonnes bases. Ouais. Ok, génial. Franchement, merci beaucoup parce que c'est plein de bonnes infos et je pense que ça va aider beaucoup de monde à pouvoir y voir plus clair et peut-être à se lancer aussi. Ça me donne envie de prendre la chose beaucoup plus au sérieux parce que c'est vrai, comme je t'avais dit, j'étais allée sur cette plateforme, sur mon PEA et je me suis pas vraiment mise dessus à fond. Et là, ça me donne envie de le faire, donc merci beaucoup pour ça. C'est vrai qu'après ce genre de plateforme, ça manque de tutoriels, ça manque, j'ai envie de dire, Ouais. ouais, de marketing et ce genre de choses. C'est vrai que on rend pas les choses faciles. Je pense que Mm. voilà, les banques, les institutions ne rendent pas les choses faciles aussi. C'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Je pense que nous tous, quand on a été à la banque, on nous a jamais parlé de PEA. Oui, Enfin, oui. c'est pas, on parle pas de ça, quoi. C'est pas les choses qu'on met en avant. Alors que ouais, il faudrait, parce que voilà, ça peut être une façon aussi de diversifier, même s'il y a plein d'autres placements à la banque qui sont très bien, le livret A, l'assurance vie, etc. Mais ouais, c'est une question, encore une fois, de diversification. Mais après, Ouais. voilà, comme je te le disais, ce qui est bien avec
c'est qu'on a la possibilité, voilà, de se créer un fonds ou de se créer, par exemple, si on veut partir à la retraite plus tôt ou si on veut se créer un fonds pour la retraite, c'est investir un petit peu tous les mois, continuer son activité à côté ou développer son entreprise ou peu importe, et avoir un peu une casquette passive, j'ai envie de dire. C'est ça qui est hyper cool parce qu'on n'a pas besoin d'en savoir beaucoup, quoi. C'est génial. Belle stratégie long terme, en tout cas. Ouais, tout à fait. Trop bien. On va arriver aux questions de la fin et du coup, j'aimerais te demander qui est-ce que tu aimerais entendre dans le podcast de Madame Fauché pour parler de la thématique de l'argent. Pour parler de la thématique de l'argent, une personne, je pense que ce serait hyper bien d'interroger un trader. Ok. Un trader, quelqu'un qui fait ça plein temps, quelqu'un qui vit que du trading, ouais. Je pense que ça serait hyper intéressant. Et si tu veux, je pourrais te mettre en contact avec un trader à plein temps que je connais. Ah, avec plaisir. J'allais te dire, t'as des contacts parce que là, moi, sur le coup, vraiment, j'ai aucun contact. Trop top. Bah, bientôt un trader sur le podcast, alors. Ok. Inès, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Waouh, mec. Je pense que c'est la question la plus difficile que je t'ai posée. Parmi toutes les questions sur la bourse, sur tout ça, c'est la dernière question qui fait mal. Qu'est-ce qui m'inspire au quotidien? Je pense, ouais, j'ai vraiment envie de prouver à mes parents qu'en tant que femme, on peut réussir, ouais, et sortir des box, j'ai envie de dire, ouais. Girl power. Tout à fait, ouais. Ouais, j'ai même envie de dire woman power. Woman power, ouais. Super. Et du coup, on arrive à la question signature qui est, pour toi, c'est quoi mettre l'argent au service de ses ambitions? Mettre l'argent au service de ses ambitions, pour moi, c'est vivre avec un budget. Ouais. Dépenser beaucoup moins qu'on gagne et investir. Et surtout, investir dans soi-même. C'est la base, vraiment. Investir dans soi-même. Dans des formations, dans son développement personnel, c'est hyper important. Génial. C'est parfait. C'est parfait. Super. Bah écoute, merci beaucoup Inès, encore une fois, pour toute la valeur que tu nous as apportée. Avec grand plaisir, n'hésite pas. Avec grand plaisir. Bah écoute, je suis quasi sûre que beaucoup de personnes vont venir te poser des questions. Et puis bah voilà, si vous aurez toutes les infos pour aller contacter Inès et aller sur son compte Instagram, il y a déjà énormément d'infos. Vous pouvez aller potasser aussi son compte Insta en potassant en même temps que vous potasserez les white papers des des Pokémon du futur. Exactement. Ah là là, énorme. Merci à toi Inès et puis je te dis à bientôt. À bientôt Laura. Salut. Voilà, cet épisode est déjà terminé. Je souhaite encore une fois remercier Inès pour toutes les infos qu'elle nous a données dans cet épisode. Je suis très novice dans l'investissement, vous le savez, et je pense que c'est une grande chance de pouvoir discuter avec quelqu'un qui est très familier avec ce domaine-là pour pouvoir comprendre encore plus de choses. Si je dois vraiment vous faire un retour sur cette discussion, c'est qu'il est super important maintenant de tester. Maintenant qu'on a la théorie, il faut tester. Le jour où on comprendra vraiment cet univers, je pense personnellement que ce sera le moment où on se mettra vraiment dedans et qu'on verra concrètement à quoi tous ces termes qui peuvent parfois paraître un petit peu compliqués correspondent. On l'a vu, il est totalement possible d'investir avec peu, l'essentiel est simplement de commencer. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description de l'épisode pour retrouver les applications, les sites internet et les lieux d'information cités pour se lancer dans l'investissement. Si cet épisode vous a plu, je vous invite du coup à le partager au maximum à toutes les personnes que ça pourrait intéresser et qui pourraient bénéficier des conseils d'Inès. Je vous invite également à venir noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast ou les autres plateformes d'écoute et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. En attendant, surtout, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao.